Apple se réveille face à une réalité sombre. Le Parti communiste chinois a un contrôle total sur l'entreprise la plus emblématique des États-Unis. Et tout cela s'est produit sous nos yeux. Après de nombreux avertissements, Apple a tenté de déplacer sa production hors de Chine. Et pour ce faire, elle voulait envoyer son propre équipement et ses ingénieurs dans d'autres pays pour installer l'usine. Après tout, c'est ainsi qu'Apple a commencé en Chine. Les équipements et les ingénieurs d'Apple venant des États-Unis sont allés en Chine et ont lancé des usines. Mais pour le Parti communiste chinois, c'était inacceptable. La Chine veut que les entreprises viennent, mais elle ne veut jamais qu'elles partent, et Apple l'a appris à ses dépens. Il y a quelques mois à peine, elle annonçait vouloir quitter la Chine. Le Parti communiste chinois a empêché l'équipement d'Apple d'être expédié à l'étranger, et il a également interdit aux employés d'Apple de quitter le pays. À ce moment, Tim Cook a compris qu'il avait fait une énorme erreur de son plein gré. Pour comprendre comment le Parti communiste chinois a pris le contrôle d'Apple, j'ai décidé de parler à l'auteur d'un nouveau livre, Apple en Chine, Patrick McGee. Salut à tous! Aujourd'hui, j'ai avec moi nul autre que Patrick McGee. C'est un journaliste et l'auteur de l'un de mes livres préférés, Apple en Chine, qui est aussi l'un des livres les plus vendus selon le New York Times. Et ce livre a vraiment été très choquant quand je l'ai découvert. Nous avons déjà traité ces sujets sur notre chaîne ces 5 dernières années. Et votre livre apporte beaucoup plus de preuves que nous n'en avons jamais eues. Sur le rôle qu'ont joué les entreprises américaines, et en particulier Apple, dans le développement de la Chine. Je sais que vos propos ont choqué beaucoup de gens. Les gens pensent que c'est la Chine qui a construit Apple, mais il est presque aussi vrai qu'Apple a construit la Chine. Peut-être pouvez-vous en parler un peu. Oui, c'est un peu fou à dire, et je comprends ça. C'est difficile de répondre brièvement car je préfère les réponses longues, non? La réponse courte, vous savez, c'est facile à parodier ou quoi, parce que évidemment je simplifie tellement les choses. Mais la réponse la plus courte que je puisse donner, c'est que si vous comprenez comment Apple conçoit ses produits, alors vous comprenez qu'ils doivent être fabriqués d'une manière différente. Un PC de la fin des années 1990 était conçu de façon très ennuyeuse. Si vous placiez accidentellement un panneau à l'envers ou à l'arrière, il s'adaptait quand même. C'était prévu dans la conception, non? Il était conçu pour être à l'épreuve des idiots en ce qui concerne son assemblage. Rien dans les produits Apple n'est à l'épreuve des idiots. Apple a finalement déménagé en Chine après un processus de 7 ans, de 1996 à 2003. Ils recherchent la qualité, ils ne recherchent pas le coût. Tous les autres sont en Chine à cause du coût. Mais Apple bouleverse la façon dont les ordinateurs sont conçus, et de facto, ils bouleversent la façon dont ils sont fabriqués. Ils reconnaissent que les faibles coûts et l'omniprésence de la main-d'œuvre profitent non seulement au coût et à la marge. Cela offre un potentiel de conception illimité, comme le souhaitent Johnny Ive et Steve Jobs. Et avec une armée d'ouvriers, travaillant dans des usines de la taille d'un terrain de football sur une chaîne de production, ils peuvent inventer des méthodes de production et de fabrication auxquelles personne d'autre ne pense. Et c'est ainsi que vous obtenez quelque chose comme le premier iPod, puis la miniaturisation avec le mini, et ensuite une miniaturisation encore plus poussée avec l'iPhone. Désolé, en fait dans l'iPod Nano, puis dans l'iPhone, non. L'iPhone est autant un téléphone de première génération qu'un iPod de 6e génération. Et les avancées en matière de design sont fondamentales, bien sûr. Et ce que mon livre apporte, c'est la compréhension que les avancées opérationnelles sont tout aussi fondamentales. Pour des raisons étranges et difficiles à expliquer, nous les avons ignorées. Oui, je pense que ton livre quantifie ce que je disais déjà et je ne sais pas si tu t'en souviens. En 2017, Tim Cook était sur scène et on lui a demandé pourquoi Apple était en Chine. Et il a essentiellement donné cette réponse. Il a dit que cela n'a rien à voir avec la main-d'œuvre à bas coût. Il a dit que tout est lié aux ingénieurs. Il y a beaucoup d'ingénieurs en Chine et c'est pour ça qu'Apple est en Chine. Et ma réflexion face à ce genre de citation, c'était que si j'ai une entreprise qui profite des bas coûts en Chine, je ne l'admettrai jamais publiquement. Je dirais, par exemple, « Oh, c'est pour toutes les autres raisons, pas pour cette grande raison. » Mais ton livre a cité Tim Cook. Est-ce le bon côté? Comme un gars génial, il y a du vrai. La Chine compte beaucoup d'ingénieurs, mais Apple a joué un rôle gigantesque pour rendre cela possible, n'est-ce pas? Avant de passer à la réponse, juste une petite demande à tous ceux qui regardent. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous ci-dessous.
Cela nous aide beaucoup à lutter contre les bots du Parti communiste chinois qui mettent des pouces rouges à chaque vidéo critique. Gouvernement communiste. Maintenant, passons à la réponse. Je soutiens en grande partie Tim Cook. En 2017, la Chine n'avait pas le coût de main-d'œuvre le plus bas au monde. Je veux dire, si vous cherchiez simplement une main-d'œuvre bon marché, il y a plein d'autres endroits où vous pourriez aller. Les salaires avaient beaucoup augmenté en Chine, reflétant un vrai développement des compétences. Ce qu'il oublie de dire, c'est qu'Apple était le professeur, non ? Donc Apple, je l'ai comparé à une école professionnelle en Chine. Je veux dire, tu sais combien d'enfants vont à Harvard chaque année ? Je ne crois pas que ce soit des dizaines de milliers. Mon université avait des dizaines de milliers d'étudiants. Ici, c'est seulement quelques milliers. Mais ils ont un énorme impact. Eh bien, Apple a formé 30 millions de personnes depuis 2008. C'est le nombre de personnes impliquées dans la chaîne de production, l'assemblage ou travaillant chez un fournisseur, en collaboration avec Apple. Ainsi, quand Apple privilégie la qualité au coût, cela a d'importantes conséquences secondaires et tertiaires. Cette décision a permis de former une équipe d'ingénieurs en Chine, car le pays ne possédait pas la compétence technologique à la fin des années 90 et au début des années 2000 pour répondre aux exigences d'Apple. Donc, la décision qui est prise, c'est d'aller former les travailleurs pour qu'ils puissent répondre à notre demande. C'est une décision prise quand Apple était encore petite. Ils ont failli faire faillite en 96, 97 et 2000. Ce sont les années où ils testent pour la première fois les sous-traitants, du moins stratégiquement. Cela pose les bases de leur réussite. Mais l'impact réel survient quand les iPhones arrivent. Et en 5 ou 6 ans, ils passent de 5 à 100 millions par an, puis atteignent 230 millions par an. Et si vous comprenez la culture perfectionniste et l'intolérance aux défauts pour laquelle Apple est célèbre, et que vous transposez cela dans des centaines d'usines, en Chine, pour produire au niveau requis, soit 1/4 milliard d'iPhone par an, alors vous pouvez commencer à comprendre cela. D'accord, ils ont dû tout bouleverser et faire de la formation en ingénierie. De l'ingénierie à d'innombrables usines, chacune regroupant des milliers d'employés. Rien qu'à Yangzhou, la ville de l'iPhone compte 400 000 employés. L'impact équivaut à un effort de construction nationale. Je veux dire, ça peut sembler être une affirmation folle, mais c'est un argument qui se développe lentement sur 400 pages. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui ait lu tout le livre et qui pense que les chiffres n'ont pas de sens. Et aussi, oui, c'est une affirmation folle, et je pense aussi que la plupart des gens ne se rendent pas compte de l'ampleur de la taille d'Apple elle-même. Parce que j'ai vérifié avant qu'on commence, avant qu'on lance le podcast. Apple vaut 239 000 milliards de dollars, les gens n'arrivent déjà pas à comprendre 1 milliard. La capitalisation boursière d'Apple dépasse le produit intérieur brut du Royaume-Uni. C'est donc une entreprise majeure. J'ai trouvé des histoires intéressantes car je sais que cela intéresse le public. Apple a réussi à collaborer avec les grandes compagnies aériennes des États-Unis pour créer des lignes que seuls les employés d'Apple utilisaient chaque jour. Pendant, je ne sais même pas combien d'années, ils ont dépensé environ 200 millions par an en frais aériens. Oui, enfin, laissez-moi vous raconter cette histoire, parce qu'elle est vraiment drôle. Donc, vous savez, les gens comptaient le nombre de secteurs que Steve Jobs avait bouleversés en tant que président-directeur général, n'est-ce pas ? On pourrait faire pareil pour Tim Cook. Maintenant qu'ils ont lancé un service de streaming comme Netflix, en ajoutant la télévision ou autre. Et je pense que les compagnies aériennes sont un secteur qu'on pourrait éventuellement ajouter à l'équation. Donc en 2014 et 2016, Apple envoyait tellement d'ingénieurs en Chine qu'ils ont dû convaincre United Airlines de commencer à voler vers Chengdu et vers Hangzhou, des endroits où ils n'avaient jamais volé auparavant. Apple avait tant besoin de place qu'ils ont exigé 3 vols par semaine, même si l'avion était vide. Nous achèterons tellement de sièges en première classe que vous resterez rentables et unis. Vous voyez, ces vols ont donc commencé. Ce qui est fou, non? Je sais qu'on en a déjà parlé. Tu parles de ces histoires, mais je pense que le public va être choqué et même personnellement aimer ces histoires. Genre, pourquoi? Tu sais, je dis à chaque invité que je suis ravi de leur parler, et c'est vrai, mais là, c'est différent. On ne se connaît pas. Mais ces histoires là, sont tellement intéressantes que j'étais vraiment enthousiaste cette fois. Alors, vas-y. Un autre aspect amusant, c'est que je discutais avec quelqu'un qui travaillait chez Google sur le Pixel ou chez Motorola à l'époque. Il disait qu'il prenait parfois l'avion pour aller en Chine. Donc il prenait l'avion en première classe, comme vous le savez, en tant que membre de cette grande entreprise. Et en gros, ils étaient les seuls employés de Motorola. Le seul employé de Google dans l'avion. Et tous les autres, en première classe, étaient des employés d'Apple, n'est-ce pas ?
Tout le monde dans ce secteur sait qu'Apple agit avec une minutie, un dévouement et un investissement en Chine que nul autre n'a. Aujourd'hui, des milliers de personnes travaillent à plein temps pour Apple en Chine. Donc les vols ont en fait diminué dans une certaine mesure. Mais juste pour comprendre, comme le processus de prendre nos conceptions et les faire évoluer, mais les faire évoluer au bon moment. Quand nous sommes à un niveau où nous gardons le contrôle, n'est-ce pas ? Par exemple, je compare Apple à Uber, dans le sens où Uber est le plus grand fournisseur de taxis au monde. Sans posséder d'immobilier ni d'usine, Apple est devenu le plus grand fabricant mondial. Il ne se contente pas d'envoyer des spécifications à un fournisseur compétent. Il développe et supervise cette compétence. Et les opérateurs en Chine, dans une autre entreprise, utilisent des machines qu'Apple a soit achetées, soit fournies par le biais d'un programme de prêt, pour leur permettre d'aller au-delà de leurs capacités perçues et réelles. Il y a 20 à 25 ans, les entreprises chinoises n'avaient pas les moyens pour ces machines, contrairement à Apple. Oui, j'ai une histoire intéressante sur Uber, Apple et la Chine. J'espère que tu n'as pas entendu cette histoire, parce que c'est toujours intéressant de raconter aux gens des histoires qu'ils ne connaissent pas. Mais pour le public, ils devront rester avec nous, car on en parlera plus tard. Maintenant, parlons de la rétention sur YouTube. Oui, en parlant d'histoires, j'en ai discuté avec toi avant le podcast. Tu sais comment Steve Jobs la raconte? Je ne sais pas si c'est vrai. Steve Jobs. Jeff Bezos raconte cette histoire où il a vu des statistiques sur Internet et il s'est dit, il faut que je m'implique. Et c'est ce qui a mené en quelque sorte à la création d'Amazon. Si je ne me trompe pas, d'après mes recherches, vous avez passé 2 ans à faire des recherches pour ce livre, c'est bien ça? Et quoi? Qu'est-ce qui vous a convaincu du genre, oh, c'est un sujet intéressant, parce que c'est clairement très intéressant maintenant que vous avez terminé, mais qu'est-ce qui vous a poussé à commencer? Donc ce n'était pas un chiffre. Les chiffres, d'après ce que j'ai compris, sont venus plus tard. C'était, en quelque sorte, une gêne face à ma propre ignorance de la façon dont Apple fabrique ses produits. Je veux dire, quand je disais aux gens, au tout début, que je commençais à m'intéresser à ce sujet, la réponse était généralement « Eh bien, qu'est-ce que tu veux dire ? Apple fabrique en Chine, c'est connu. Mais demande-leur de citer des fournisseurs, ou d'expliquer leur entrée dans ce secteur, ils peinent à répondre. Qu'est-ce que la Chine proposait que Taïwan, le Japon ou d'autres pays n'offraient pas ? Personne n'avait vraiment de réponse. Et donc, dans une certaine mesure, cela vient d'une conversation où quelqu'un expliquait ce que faisait un fabricant de puces à Taïwan, et à quel point c'était difficile à cause des restrictions liées au Covid. J'ai répondu « D'accord, mais c'est un concepteur de puces, donc faiblesse. Il ne fabriquait pas les puces. Pourquoi doivent-ils aller à Taïwan ? Avec du recul, c'est une question naïve, car comprendre la conception de puces, c'est comprendre cela. Ils vont absolument dans les usines, ils accompagnent et aident, et il y a une sorte de congruence entre les concepteurs de puces. Et quand tu dis Isa, mais tu parles d'Apple ou de quelqu'un d'autre? J'essaye de ne pas donner le nom. Alors, disons simplement quelqu'un comme Apple qui conçoit des puces, Qualcomm qui conçoit des puces, Nvidia qui conçoit des puces, d'accord ? Ils ne fabriquent pas ces puces eux-mêmes. Toutes sont produites par Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, où des employés de ces entreprises assistent à la fabrication. Je ne savais pas ça. Et donc, la personne, en voyant que je ne le savais pas, a dit « Eh bien, c'est comme Apple ». Je me rappelle avoir pensé « Apple visite les usines ». C'était nouveau pour moi, bien que je sois journaliste Apple depuis 3 ans. Alors, en essayant de m'instruire, je me suis dit « Quels sont les livres sur ce sujet que je n'ai pas lus ? N'est-ce pas ? Quels longs articles de magazines n'ai-je pas lus ? Et il y a eu une sorte de prise de conscience rapide, que en fait ce n'était pas largement connu, et que cela n'avait pas été écrit. Et donc, c'est ce qui a donné l'impulsion à l'histoire. Non seulement nous ne comprenions pas vraiment comment Apple fabriquait en Chine en orchestrant tout jusqu'au moindre détail, mais les gens ne comprenaient pas non plus, en quelque sorte, lorsqu'ils étaient allés en Chine, quels étaient les tout premiers projets. Ils n'avaient plus la même influence, ni le même impact, et comme eux, je ne comprenais pas certaines choses. L'iMac aux couleurs bonbons a été produit en Corée par LG, qui n'était même pas un sous-traitant. Apple était si puissant qu'ils ont transformé le fournisseur de moniteurs analogiques en fabricant sous contrat. Et ensuite, LG a étendu la production au Mexique et au pays de Galles. Je réalise qu'il y a un aspect d'Apple qui m'échappe. Pourtant, je suis journaliste spécialisé Apple. Si je ne comprends pas, personne ne comprendra non plus. Donc ce n'était pas seulement une question de comprendre comment les produits Apple sont fabriqués.
Il y a eu une prise de conscience précoce qu'il y avait 3 livres qui pouvaient être combinés en un seul, parce que les 3 livres qui n'avaient pas été écrits sur Apple n'en font qu'un. Comment est-elle passée de la quasi-faillite à l'entreprise la plus valorisée au monde ? Même si je définis cela, disons, comme 1000 milliards de dollars en 2019 ou même 350 milliards de dollars en 2011 au moment de la mort de Steve Jobs. À part les biographies de Johnny Ive, de Tim Cook, de Steve Jobs, il n'existe tout simplement pas d'histoire standard qui vous guide à travers 15 ans, de 1996 à 2011 en ce qui concerne les produits. C'était donc étrange, non ? Tu ne trouves pas qu'il devrait y avoir 5 ou 6 livres sur ce sujet ? Cela devrait être un cas d'école dans les écoles de commerce à ce stade. Or, ça n'existe pas. Voici le premier livre. Le deuxième aborde la fabrication de leurs produits, par l'entreprise la plus valorisée au monde. La plupart d'entre nous possèdent pour des milliers de dollars de produits Apple chez eux. Et pourtant, ils sont passés de la fabrication de presque tout eux-mêmes, à la fin des années 70 tout au long des années 80 et 90, à l'orchestration de tout cela, sans rien fabriquer eux-mêmes. Je veux dire, c'est déjà un grand changement pour l'entreprise la plus emblématique. Où est le livre à ce sujet ? Cela n'existait pas. Enfin, lors de ce changement, ils découvrent la Chine. Mais la Chine est un pays autoritaire. On ne construit pas simplement des magasins à un bel emplacement à Shanghai sans avoir tout un tas de connexions politiques. Qui, en Chine, travaille pour Apple et crée ces liens politiques ? Quels échanges et investissements ont lieu ? Et ainsi de suite. C'était un autre livre à écrire. L'idée n'a donc jamais été de reprendre ce qui existait pour simplement l'enjoliver. C'était, pourquoi ne pas condenser le contenu de 3 romans en un seul livre, de façon à ce que chaque page apporte de nouvelles informations. Et donc, il y a certaines choses qui ont été écrites dans la biographie de Walter Isaacson, disons, qui sont assez utiles pour mon récit. Et je l'évite simplement parce que je veux que l'amateur moyen d'Apple se retrouve dans un Barnes & Noble. Décidé en se basant sur la couverture de feuilleter le livre, et sur n'importe quelle page, ils continuent à lire et se disent « je ne sais pas ce que c'est ». C'est ça. C'est à quel point je voulais que ce soit rempli d'informations nouvelles. Je me suis dit, si quelqu'un ouvrait la page, et que je faisais simplement que répéter ce qu'a dit Walter Isaacson, il dirait « j'en ai fini avec ça, ça ne m'intéresse pas ». Donc, le défi que je me suis lancé, c'était qu'en gros, chaque page du livre contienne des informations inédites. Et je laisserai les lecteurs décider si j'ai réussi. Mais de mon point de vue, il est rempli de nouvelles informations. Oui, c'est le cas. Et en plus, comme notre public aime le business et la géopolitique, c'est l'un des rares livres qui traite de l'intersection des deux, surtout en ce qui concerne la Chine. Donc, je pense que si vous aimez le podcast, vous devriez absolument jeter un œil au livre. Et juste un petit rappel, parce que beaucoup de gens n'ont probablement pas vu la vidéo que nous avons faite. Donc, Apple était en difficulté, Steve Jobs est revenu, mais Apple était déjà en train de s'orienter vers l'externalisation et la fabrication à l'étranger, n'est-ce pas? Ce sont peut-être tes mots, mais je peux me tromper. Ils avaient des difficultés car ils étaient en concurrence sur la logistique. Et ce n'est pas sur ça qu'Apple a été fondé. Ils ont été fondés sur l'innovation et c'est, je suppose, la raison pour laquelle ils ont fait revenir Steve Jobs. Peut-être que je me trompe, mais c'est mon... Point de vue. Non, pas vraiment, c'est plutôt ça. Le type avant Steve Jobs. Il lui reste 500 jours dans l'entreprise, reconnu comme spécialiste du redressement. Il s'appelle Gilles Emilio et observe l'entreprise en pensant « D'accord. Le problème ici est une inefficacité. Et que si on peut rationaliser les opérations et économiser de l'argent de cette façon, alors, vous savez, je vais remettre cette entreprise sur pied. C'est comme un « d'accord ». En conclusion, la question est inversée. Essentiellement, ce qu'il pense, c'est que si nous fonctionnons davantage comme l'industrie du PC, nous pourrons les concurrencer. Tu soulignais les atouts du marché PC et disais qu'Apple, avec ses 3% de part de marché, allait les affronter. Mais les produits Apple n'ont pas de pièces interchangeables ou standardisées, donc tu ne pouvais jamais rivaliser ainsi. Et donc ils doivent se différencier, ils doivent fonctionner et faire quelque chose de différent. Donc ce n'est pas vraiment, au début, une histoire d'opération. C'est plus comme, tu vois, mon film, non ? Il ne s'agit plus d'iTunes, mais de l'esthétique de l'ordinateur. Et un nouveau système tout en un génial qui se connecte à Internet très rapidement et qui n'a qu'un seul câble, plutôt que ce fouillis de câbles que les gens avaient avec le PC. C'était une question de simplicité, liée aux valeurs chères à Steve Jobs. Mais Gilles Emilio ne comprenait pas vraiment que Steve Jobs était rappelé, parce que l'autre problème dont souffrait Gilles Emilio, c'était ça. Le système d'exploitation Apple est un désastre.
Et donc il rachète la société de Steve Jobs appelée NECT, qui en un sens est aussi une sorte d'échec. Mais elle avait un système d'exploitation de pointe, non ? Le système. Le problème, c'est qu'il n'était pas adapté, car il détenait une part trop faible du marché informatique. Peu importe à quel point il était bon, il n'était pas vraiment interchangeable avec le reste du marché informatique. Tu ne pouvais pas compter sur quelqu'un d'autre pour avoir un ordinateur X, donc ça n'allait jamais vraiment décoller. Et l'entreprise était en train d'échouer, en gros. Et Steve Jobs était en grande partie passé à Pixar, où il supervisait le lancement de Toy Story et tout ça, non ? Beaucoup oublient qu'il a aussi été président-directeur général de Pixar. Mais finalement, c'est la fusion de ces deux entreprises en difficulté qui mène à Apple, non ? À devenir exceptionnel. Et Steve Jobs n'est pas le président-directeur général quand il revient chez Apple, n'est-ce pas ? Il est essentiellement juste un conseiller pour Emilio. Mais finalement, il vend toutes les actions sauf une sur les 15 millions qu'il avait reçus dans le cadre de l'accord. Je ne pense pas qu'Emilio soit le bon dirigeant. Même s'il l'a nié, le conseil d'administration avait compris ce qui s'était passé. Donc Gilles Emilio est évincé, et Steve Jobs se voit proposer le poste de président-directeur général. Et ce qui est vraiment intéressant à propos de cela, c'est qu'il n'avait jamais été président-directeur général auparavant. La plupart des gens pensaient qu'il devait être le président-directeur général dans les années 70 ou 80, parce qu'il a fondé l'entreprise. Ce n'est pas le cas. Il n'avait jamais été président-directeur général. Il avait environ 21 ans lorsqu'il a fondé l'entreprise. Donc, il y a eu très tôt une reconnaissance du fait qu'il ne devait pas être le président-directeur général parce qu'il n'avait aucune expérience. Et une fois qu'il est finalement évincé en 1985 par le président-directeur général qu'il avait nommé, John Scully, il part en gros pendant 12 ans. Donc, quand il revient chez Apple, il a été président-directeur général. Il est le président-directeur général de Pixar. Il avait été le président-directeur général de Next, mais il n'avait jamais été le président-directeur général d'Apple. L'énigme était, pourquoi refuse-t-il ce rôle quand on le lui propose ? Après tout, c'est lui qui a fondé l'entreprise, non ? Et quand on pense au succès d'Apple aujourd'hui, on se dit que si on avait l'opportunité de prendre ce poste, bien sûr qu'on l'accepterait. Et la réponse m'a essentiellement été révélée par certaines personnes qui travaillaient avec lui à l'époque. Mais j'ai aussi pu obtenir des notes qui n'avaient jamais été publiées auparavant. À ma connaissance, je suis seul à avoir ces notes. Steve Jobs dit à son équipe qu'il pense qu'Apple va échouer et ne voit pas comment ils vont s'en sortir. Et ce qui change, c'est qu'il va rencontrer Johnny Ive pour la première fois. Et il y a une rencontre d'esprit. Ironiquement, Johnny Ive arrive à la réunion avec sa lettre de démission en poche. Il prévoit de démissionner. Et Jobs a organisé la réunion pour licencier Johnny Ive. Parce que si tu regardes les produits Apple qui existent à l'époque, eh bien, celui qui les conçoit ne sait pas ce qu'il fait. Parce que tous ces produits sont nuls, non ? C'est la perspective de Steve Jobs. Puis il arrive, et Johnny Ive et l'équipe de design industriel. Les designers industriels ont en gros présenté tout ce sur quoi ils ont travaillé. Et Steve Jobs se rend compte que les dirigeants d'Apple avant lui considéraient les compétences en design comme une gêne, plutôt que comme la voie pour redéfinir l'entreprise. Et l'idée de l'iMac naît en gros lors de cette réunion, et lors des réunions suivantes. C'est cela qui convainc Steve Jobs. L'entreprise peut être sauvée. En jouant bien aux cartes, Apple peut l'être aussi. La campagne Think Different démarre. Elle a été conçue quelques jours après cette réunion, peut-être quelques semaines. Et quelques semaines plus tard, Steve Jobs accepte le rôle de président-directeur général intérimaire. Il travaille alors sur l'iMac, lancé l'année suivante, qui devient l'ordinateur le plus vendu en Amérique. Jusqu'à l'idée de l'iMac, Steve Jobs doute de sauver l'entreprise. Sa rencontre avec Johnny Ive change tout. Super histoire. J'ai beaucoup recherché sans penser que tu la partagerais. Ce contexte est parfait pour le public. Je ne savais même pas qu'ils en avaient besoin. Mais d'accord, donc clairement, Steve Jobs arrive, c'est le leader innovant, et les gens le voient encore comme ça aujourd'hui, non? Mais l'autre aspect d'Apple que les gens ne réalisent pas, c'est qu'ils sont aussi une véritable machine logistique. Une grande partie, voire tout cela, revient à Tim Cook. Je ne sais pas comment tu le dirais. Et pourquoi est-ce qu'il est venu d'abord? Pourquoi Tim Cook est-il venu? Parce qu'il venait tout juste de reprendre une entreprise. Il venait d'accepter un poste de vice-président ailleurs. Pourquoi est-il venu et quel a été son rôle? Oui, pas dans n'importe quelle entreprise, mais chez Compaq, qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. Donc qui s'en soucie? À l'époque, ils dominèrent les clones. Ils fabriquaient plus de PC, ou du moins généraient plus de revenus avec les PC que n'importe qui d'autre sur la planète. Ils ont été l'une des premières entreprises à cloner le PC International Business Machine. Et en 1998, ils étaient les leaders. Tim Cook venait tout juste d'y aller. Mais si vous pensez à ce qu'il peut faire, n'est-ce pas? C'est un magicien de l'opérationnel. Eh bien, combien pouvez-vous aider une entreprise qui est déjà le leader des PC? À ce stade, vous aidez probablement juste à la marge. Alors,
quand on lui propose le poste chez Apple. Je veux dire, mon Dieu, il ne faut pas se poser beaucoup de questions, ou vous savez, lire beaucoup, pour se rendre compte qu'Apple est juste complètement bof. Alors, imaginez les contributions que vous pouvez apporter si vos compétences relèvent de la magie opérationnelle. Et ce qu'on vous donne, c'est une entreprise en plein déclin. Eh bien, vous pouvez vraiment avoir un impact énorme. Et donc, vous savez, Tim Cook est ce genre de personne, un peu froide, ou du moins calme, posée, équilibrée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment attiré, presque de façon mystique, par Steve Jobs. Il est vraiment fasciné par Steve Jobs, et donc il y a ce comment il a accordé une interview à Charlie Rose où il a dit « Toutes les parties rationnelles de mon cerveau pensaient. Évidemment, c'est une mauvaise décision. Comme « Pourquoi ferais-tu ça ?» Mais il ne pouvait pas ignorer son instinct qui lui disait simplement « Va vers l'ouest, jeune homme, va vers l'ouest. » Et donc, la rencontre des esprits, si l'on peut dire, entre Tim Cook et Steve Jobs est absolument fondamentale pour l'entreprise. Parce que sans quelqu'un avec la maîtrise opérationnelle de Tim Cook, et nous y reviendrons plus tard, sans Terry Gou de Foxconn, Apple serait juste vu comme une entreprise créant des produits cool que personne n'achetait. Mais bon, si tu veux aller au Museum of Modern Art à New York, tu sais, on peut aller voir à quoi il ressemblait. Tu sais, tant que tu n'as pas la magie opérationnelle, ils ne seront pas abordables, et ils ne seront pas sur le marché de masse. Tu ne peux vraiment pas sous-estimer l'opérationnel. Culture d'Apple. Et je pense que le meilleur, je ne sais pas si quelqu'un serait sceptique à ce stade de ce que je dis ici, mais tous étaient sceptiques en 2011. C'est à ce moment-là que Tim Cook a été nommé président-directeur général, et je demanderai simplement aux gens d'y réfléchir. Quand Steve Jobs était décédé, la seule personne à prendre la relève était Tim Cook. Réfléchissez à ce que cela signifie. Pendant des années, on a reproché à Tim Cook de ne pas être un homme de produit. Il a été nommé par Steve Jobs, l'homme de produit par excellence. Cette critique a donc toujours été paresseuse. Parce que si Steve Jobs avait confiance en Tim Cook, cela signifie que Steve Jobs croyait déjà qu'Apple avait créé les meilleurs produits au monde. Il fallait maintenant les améliorer, les perfectionner, les produire et distribuer massivement avec une forte marge à l'échelle mondiale. Et c'est pourquoi Tim Cook a été choisi comme président-directeur général. Pour anticiper un peu, je pense qu'il est important de noter que Tim Cook n'est pas un homme de produit. Pour la première fois depuis la mort de Steve Jobs, des innovations impressionnantes émergent de sociétés comme Perplexity, Anthropic, OpenAI et même Microsoft, qui proposent parfois des présentations plus attrayantes qu'Apple. Pensez aux pubs « Je suis un PC, je suis un Mac » d'il y a 15 ans, et voyez comme la situation s'est un peu inversée. Je pense que l'avenir d'Apple dépend surtout de sa vision produit, de son design et de l'intelligence artificielle, plus que de ses compétences en logistique et opération, qu'il maîtrise déjà. Tim Cook possède des compétences adaptées à une autre époque d'Apple. Et plus vite le conseil d'administration d'Apple reconnaîtra que nous sommes dans une nouvelle ère, plus vite il devrait en prendre conscience. Donner à Tim Cook 1 milliard est une belle prime, mais il n'est pas l'homme pour diriger Apple dans la prochaine ère. C'est certain. Et maintenant, nous allons aborder, par exemple, les changements géopolitiques qui se produisent dans le monde, la Chine qui rejoint l'Organisation mondiale du commerce. Mais puisque vous en savez beaucoup sur Apple, j'avais une question intéressante. Qui a joué le plus grand rôle dans le fait qu'Apple devienne une entreprise de 3 000 milliards de dollars? Steve Jobs ou Tim Cook, à votre avis? Bien sûr. Je n'aime pas cette question car elle est impossible à répondre. Elle est légitime, mais laissez-moi la reformuler. Parfois, les gens disent que Tim Cook est clairement le meilleur président-directeur général parce qu'il a pris une entreprise de 350 milliards de dollars et l'a multipliée par 10. Donc, vous savez, si les premiers 350 milliards de dollars sont le résultat de Steve Jobs, alors les 27 000 milliards suivants sont le résultat de Tim Cook. Je pense que c'est vraiment injuste envers Steve Jobs. Ce que je dirais, c'est que Steve Jobs a pris une entreprise de 3 milliards de dollars et l'a rendue plus précieuse que 300 milliards de dollars. Donc, il a multiplié par 100 la valorisation d'Apple. Et en comparaison, Tim Cook ne l'a multiplié que par 10, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est comme ça qu'on pourrait le formuler en quelque sorte. Donc, c'est en quelque sorte une comparaison injuste. Mais bien sûr, la magie d'Apple, c'est vraiment les deux choses, n'est-ce pas? Donc, l'une des phrases clés du livre, et je le dis parce que c'est ma femme qui l'a écrite et non moi, c'est la rencontre des esprits entre Johnny Ive et Steve Jobs. Les produits Apple sont devenus uniques grâce à cela. Mais Terry Gou et Tim Cook les ont rendus omniprésents. Sans eux, Apple n'existerait pas ainsi. Équipe, c'est logique.
Maintenant, nous sommes en 2000, je sais que tu l'as dit. On peut reprocher à Apple d'être allé en Chine. Les dirigeants poussaient presque toutes les entreprises à aller en Chine. La Chine venait tout juste d'entrer à l'Organisation mondiale du commerce, et c'est à ce moment-là qu'ils étaient déjà partenaires avec Foxconn. Mais d'accord, donc la question est-ce que c'est Foxconn qui est allé en Chine et Apple s'est dit, on vous fait confiance, on vous suit? Ou bien, est-ce que Apple a poussé Foxconn à aller en Chine? Bonne question. Non, Foxconn était né dans un hangar à Taïwan en 1974. Il y a une histoire intéressante sur les entreprises taïwanaises, comme Foxconn, venues s'installer en Chine dès que cela est devenu légal, en 1987. Donc Quanta, Vantech, Foxconn, toutes ces entreprises taïwanaises observent en fait leur propre pays. Taïwan compte environ 20 millions d'habitants et fait face à la hausse des coûts de main-d'œuvre, aux contraintes de capital et à divers problèmes. L'île est simplement trop petite pour répondre à la demande mondiale croissante de l'industrie informatique. Et donc, de leur propre initiative, ils vont s'installer en Chine, où bien sûr ils parlent la langue et peuvent profiter d'un vaste réservoir de main-d'œuvre. Peut-être qu'on ne veut pas entrer dans trop de détails ici, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que même si les sous-traitants cherchent à réduire les coûts, et c'est pour ça qu'on passe d'un pays en développement à un autre, vous savez, pensez à quelqu'un comme Nike. Si vous aviez une pile de Jordan devant vous, disons de 1994 jusqu'à aujourd'hui, vous remarqueriez que l'étiquette change tout le temps, n'est-ce pas? Parfois la Malaisie, le Bangladesh, le Vietnam ou Taïwan. Ils cherchent la main-d'œuvre la moins chère partout. Toute l'histoire de la mondialisation se voit à travers les Air Jordan. Honnêtement, ce n'est pas une mauvaise idée de livre. Je viens juste d'y penser, mais genre, n'importe qui devrait écrire ça. Peut-être que c'est ce que j'écrirai. D'accord. Mais Apple ne cherche pas à réduire les coûts. Il recherche la qualité. La qualité. L'ingénierie n'est pas quelque chose qu'on apprend en grandissant. Il faut qu'on vous l'enseigne. Il y a donc cette histoire intéressante après la Seconde Guerre mondiale, où l'Amérique possède plus de 50% de la capacité de fabrication. Ils ont développé ce système pour diffuser ce savoir dans le monde, et ainsi créer un nouvel ordre mondial, n'est-ce pas? Basé sur l'intercommerce, basé sur le commerce, basé sur les échanges, etc. Quand on pense que la Seconde Guerre mondiale venait à peine de se terminer. Et évidemment, je ne parle que d'un seul domaine, l'Amérique et le Japon. Après la guerre, l'Amérique envoie des ingénieurs au Japon pour leur apprendre à développer une industrie du radar. Cela devient une industrie électronique, et le Japon devient leader des puces mémoire dans les années 70. Ce sont les Japonais qui, confrontés à leurs propres contraintes de capital, de main-d'œuvre, etc., ils commencent à enseigner à leurs anciennes colonies, la Corée du Sud et Taïwan, comment fabriquer. La notion de qualité passe d'Amérique au Japon, puis à d'autres pays asiatiques. Et Taïwan, en quelque sorte, reproduit essentiellement le modèle et le transfère en Chine. Et maintenant, pour aller vite, l'endroit naturel vers lequel les choses devraient se diriger, c'est l'Inde. Mais la Chine met essentiellement des obstacles, n'est-ce pas? Elle bloque les visas pour les Chinois voulant aller en Inde et l'exportation de machines. Donc, il y a en quelque sorte un ordre naturel de la façon dont ces choses sont transmises et passent d'un pays à l'autre. Mais le problème, c'est que la Chine a déjà vu ce mouvement auparavant. Elle a bénéficié du fait d'être un acteur dans ce scénario, et elle ne veut pas le perdre. Moi, Xi Jinping, ai dit directement. Quelle est la citation? La Chine ne se désindustrialisera jamais, car elle en comprend la valeur et possède une volonté de puissance nietzschéenne. Bref, je m'égare un peu. Mais le fait est-ce que les fournisseurs de la chaîne de valeur des PC vont en Chine? Apple ne prend pas une décision indépendante. Pourquoi ne pas aller en Chine? Quelqu'un y a-t-il déjà pensé? Non, tout le monde va en Chine. Comme Apple ne fabrique plus ses produits, ils dépendent de fabricants sous contrat. Ils comptent sur les fournisseurs, qui y vont eux-mêmes en raison du coût bas. Mais encore une fois, parce que la Chine n'a pas la compétence pour répondre aux exigences d'Apple. Apple envoie des gens en Chine, comme elle l'a fait en Corée, à Taïwan, au Mexique, en République tchèque et ailleurs. Récit de 7 ans dans le livre. Il forme les gens à répondre aux normes d'Apple, notamment à les respecter à grande échelle. Steve Jobs accorde de l'importance à l'apparence de l'arrière de l'ordinateur et à la couleur des câbles internes. Ce n'est pas une mentalité d'ingénieur, mais culturelle. Et il faut transplanter ces idées, cette vision, dans ce qui devient des centaines d'usines en Chine. C'est ainsi qu'Apple a fini par avoir, en quelque sorte, une influence de construction nationale dans le pays.
Passons à la géopolitique. L'idée que la Chine rejoigne l'Organisation mondiale du commerce mondial n'était pas mauvaise. On pensait qu'elle deviendrait ainsi plus riche. Donc, ils allaient devoir essentiellement s'ouvrir, adopter la démocratie, le capitalisme, des choses comme ça. Et je pense que tu dis que l'idée n'était pas mauvaise. Le fait qu'on ait été si ouverts à ce sujet, c'est comme si on arrivait, on allait faire tomber le parti. Comme si tout le monde passait à la télévision nationale et en parlait ouvertement. C'est amusant, car aujourd'hui, Howard Lutnick, le secrétaire au commerce, adresse un message à la Chine. Nous voulons que vous dépendiez de l'infrastructure technologique américaine, avec les puces NVIDIA, car sans cela, vous ne créerez pas vos propres fabricants de semi-conducteurs. La deuxième partie de cette conversation est disponible sur notre toute nouvelle chaîne de podcast que vous pouvez regarder dès maintenant en cliquant sur l'écran de fin qui s'affiche sur votre écran. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne car nous publierons beaucoup plus de podcasts comme celui-ci.